monde. Bienvenue aux vidéos post-cercle du 6e cercle qui était la synergie libre, donc la thématique de l'énergie. On se retrouve sur les toits des toits du monde, top des tops, avec une superbe belle vue puis un beau matin ensoleillé. Ouais. Conrad puis Julien. Yeah, salut! Cool. Aujourd'hui, on va vous transporter un peu dans le résumé de ce qui s'est passé. Ça a été vraiment un autre beau cercle, très concentré. On était une dizaine, hein, c'est ça? Ouais. Une dizaine. Ça a vraiment fait émerger plein de choses. Puis je pense que le système du cercle qui fonctionne bien là. On est en train de le raffiner de plus en plus. À chaque mois, ça se concentre en fait. Puis l'énergie était vraiment un sujet important à aborder ce mois-ci. C'était vraiment de mise qu'on parle de ça. Puis c'est ça. Ouais, parce que la vision, la vision de ce cercle-là, c'était d'apporter une perspective holistique à l'énergie. Parce que l'énergie, souvent, c'est un domaine pas trop technique ou abstrait. Tandis que là, on essaie de vraiment voir c'est quoi dans nos vies qui nous donne de l'énergie, autant la nourriture, mais aussi qu'est-ce qui nécessite de l'énergie, les transports, l'habitation, mais aussi nos échanges. Donc, d'aller chercher cette perspective holistique de l'énergie afin de se donner vraiment une forme de clarté qui nous amène à reprendre du pouvoir sur ce que c'est cette facette-là de notre vie. C'est partout l'énergie finalement. Ouais. C'est pas juste qu'est-ce qu'on branche dans les murs là. Puis souvent l'énergie, en tout cas en permaculture, on parle de soleil, on parle de vent, mais c'est souvent lié à l'électricité. Donc je trouve que c'est un peu narrow-minded. C'est comme ça n'a pas une grande perspective sur c'est quoi l'énergie. Puis le cercle, c'était un peu ça. C'était comme ouvrir la perspective de c'est quoi l'énergie, puis que dans le fond, tout est énergie. C'est juste une question de comment le bouger, comment jouer avec. C'est ça. Ouais. Puis dans l'énergie, en termes de futur ou en termes de vision du futur qui existe dans notre société, il y a plusieurs tangentes. Puis on avait commencé la journée avec une carte sociométrique pour voir où est-ce qu'on se situe individuellement dans les différents scénarios du futur. On avait le scénario de la techno-explosion, qui est toute la nouvelle technologie va sauver l'humanité, puis on va aller coloniser des nouvelles planètes. Il y avait la technostabilité qui était on va trouver des nouvelles technologies qui vont nous permettre de garder notre fréquence de consommation à une stabilité. Il y avait l'effondrement total de tout. Puis où ce que tout pète, c'est crise par-dessus crise, puis c'est ça là. Puis ensuite, il y avait la formule permaculturelle qui est comme la descente énergétique, donc une réduction douce et un atterrissage d'un canard dans un lac. C'est un peu biaisé là, ton explication des quatre. Là. Mais en fait, ces quatre scénarios-là viennent du document de David Holmgren qui se nomme Future Scenarios. Je vous suggère d'aller le voir sur Internet. Je pense que c'est futurescenarios.com. Tout est là. On est en train de traduire le document aussi. Puis, en fait, cette activité-là en particulier au début du cercle, c'était vraiment pour voir c'était quoi que les gens avaient comme vision de l'énergie dans le futur. Puis, autant qu'il y avait du monde qui était comme dans les pôles, il y avait quand même une concentration de gens qui étaient au centre. Puis que ça l'amenait le fait que c'est dans cette nouvelle ère énergétique, il y a comme plusieurs options, plusieurs scénarios. Puis de garder un équilibre entre ces scénarios-là, je pense que c'est ça qui était comme... autant qu'il y avait du monde que oui, voulait aller coloniser d'autres planètes, mais que oui, voulait vivre certaines parts d'effondrement dans la société pour justement renouveler notre façon de voir l'énergie. Puis donc, c'était beau de voir, c'est ça, là, ce genre de polarité-là qui se centrait quand même là, dans la discussion. Là. Ah, puis ça a ouvert vraiment la journée, avec comme les perspectives, la vision de chacun. Puis en partant de là, on a pu comme aller explorer ces perspectives-là durant la journée, finalement, plus en profondeur. Puis la première exposée
qui a été faite par nous, c'est sur l'obsolescence. Mais l'obsolescence d'un point de vue sociologique qui englobe la culture, donc tu sais, des habitudes culturelles qui encouragent l'obsolescence. Donc l'obsolescence de comportement, d'habitude, mais aussi de l'obsolescence dans le matériel. Ça, on le comprend assez bien avec, par exemple, l'électronique, on parle d'obsolescence programmée pour l'électronique. Mais il y a aussi des formes de comportement qui amènent une obsolescence rapide de certains mœurs, ce qui fait en sorte qu'on vit dans une culture qui est complètement en constant changement, puis des nouveaux comportements d'aujourd'hui, demain seront obsolètes parce qu'il y a une nouvelle mode ou parce que nouvelles découvertes scientifiques, parce que nouveaux dogmes de whatever. On a juste à penser comme à des mouvements politiques, à l'alimentation, l'art, les vêtements, la télévision, genre ça rentre dans l'art aussi, mais tu sais, c'est comme tous des trucs qu'on dirait que depuis les derniers, je te dirais 50 ans, on vit des cycles de 10 à 15 ans, puis là ça s'en va plus rapidement. Oui, c'est aux 2 ans. Où est-ce qu'on défait tout, en fait, le passé pour recommencer, mais ça l'implique beaucoup, ça, énergétiquement. Puis, en tout cas... Ça, on l'a vu avec l'exemple des e-waste, donc les déchets électroniques qui se retrouvent un peu partout, puis que c'est vraiment une catastrophe. Là. Vous pouvez aller voir sur YouTube c'est quoi le phénomène des e-waste. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais plus subtilement aussi, c'est l'obsolescence culturelle. Ça nous renvoie à des comportements qui, comme Conrad l'a dit, plus c'est fait, cette obsolescence-là, plus qu'elle est accélérée, plus ça nécessite de l'énergie. Puis on le voit sur certains comportements plus bénins, je pourrais dire ça, de la population. Si par exemple... la population est de plus en plus fatiguée de travailler beaucoup, d'être constamment en train de changer ou de renouveler des choses, mais de façon superficielle, je dirais. Puis ça amène une fatigue générale. Puis là, on voit de l'autre côté une forme d'explosion des ventes des boissons énergisantes. Puis qui répond à un besoin d'être éveillé, mais qui ne va pas nécessairement répondre à ce besoin-là de façon holistique, donc comme une sieste, par exemple, le ferait. Fait que dans cette dynamique-là, on arrive encore à accélérer une forme de processus de dégradation de la culture parce que plutôt que de se régénérer, on y va vers des habitudes qui impliquent encore plus d'énergie. Donc la canette avec des produits dedans qui vont me donner un boost pour quelques heures à peine, puis qu'après ça, je reviens au même point. Là. Puis quand le mécanisme de réénergisation est déjà dans ton corps. Puis c'est là qu'on abordait la notion d'énergie endosomatique, endo-intérieur, somatique corps. Donc, que oui, si on prend une boisson énergétique, on s'en va chercher de l'énergie à l'extérieur de nous, qui a déjà beaucoup d'énergie emmagasinée dans cette canette-là. Puis quand que tout est là, le mécanisme pour comme faire une sieste, je pense que tout le monde le connaît, puis il est là, il est à l'intérieur de nous. Donc, si on l'utilise, à ce moment-là, on enlève ce besoin culturel-là d'une boisson énergisante. Parce qu'on vit aussi dans une société de manque, de peur de manque. Donc, on a peur de manquer d'énergie quand tout ce qu'on a à faire, c'est se retourner vers soi-même puis voir qu'elle a l'énergie, elle est à l'intérieur de nous. Puis ça, ça nous a amené à faire comme une activité de partage-écoute où on était à 3. Puis on demandait aux gens de mentionner une habitude qui est comme ancrée en eux, qui aimerait changer. Parce qu'on réalise que cette obsolescence-là est un peu dirigée par la société, donc puis la culture. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver à créer des petits changements dans notre quotidien qui vont avoir un impact sur le grand plan. Puis on a réalisé que justement, les genres d'habitudes que les gens voulaient changer, c'est leur consommation au niveau des véhicules, l'alimentation, physiquement bouger. Donc ça a suscité beaucoup d'intérêt, puis ça a comme semé une graine, si tu veux, pour la journée, pour permettre de faire réaliser aux gens que le changement est en eux. Puis que oui, s'il y a des gens qui inventent des beaux panneaux solaires, puis plein de solutions d'énergie, ça reste que l'énergie, elle vient de nous, tu sais. Puis
Puis cette gestion d'énergie-là, elle commence par nous aussi. Ben, par exemple, dans le guide du concepteur, tu as fait une recherche sur le papier toilette. Puis au bout du rouleau, tu sais, c'est ça, c'est une autre habitude, l'utilisation du papier toilette qui, pour nous, juste tout seul, isolé dans notre toilette, tout seul à ce moment-là, qu'on l'utilise, on y passe pas trop des fois, mais l'implication massive de ce que c'est, cette industrie-là, sur les forêts. 99 millions d'arbres par année sont abattus pour se torcher. 99 millions? Millions, ouais. Puis, dont 50% qui viennent des forêts vierges. Lisez ça dans le guide du participant, c'est assez intéressant. Puis les statistiques se trouvent partout sur Internet, là, donc j'ai rien inventé. Ouais. Fait que déjà là, en partant, si chacun fait une action, parce que, tu sais, dans le fond, quand je parlais d'obsolescence culturelle, c'est que il y a des nouveaux comportements qui nécessitent plus d'énergie, qui rentrent dans les modes, plutôt que l'inverse. Mais là, nous, on travaille à ramener à des comportements qui nécessitent moins d'énergie, donc qui facilitent la descente énergétique. Puis ça nous amène finalement à se rendre compte qu'il y a beaucoup de nos besoins qui sont facilement réalisables à travers des mécanismes qui sont accessibles maintenant et non comme là-bas. Fait que ça redonne du pouvoir face au phénomène de l'énergie aussi. Ouais. Ça nous a amené à définir aussi c'était quoi l'entropie. Donc, essayer d'expliquer quelque chose de vraiment complexe dans des mots simples et des images simples. Puis, dans le fond, l'entropie, c'est un transfert d'énergie où à chaque fois qu'une molécule d'énergie se transforme, bien, elle vit une transformation irréversible. Donc, si on brûle du bois, on ne peut pas reconstituer le bois par après avec la fumée et les cendres. Donc, elle se dissipe, puis la magie de contrôler l'entropie, c'est de justement contrôler la séparation, cette transformation-là. Donc, puis là, ben, ça l'a amené le sujet des entreprises régénératives, parce que une entreprise régénérative, elle, ce qu'elle cherche à faire, c'est régénérer son environnement. Donc, à partir des 8 formes de capitaux qui sont... on les a-tu diffusés? Sont dans justement le guide du participant du 2e cercle de formation, c'est dedans. On explique justement les 8 formes de capitaux. C'est quelque chose qu'on utilise fréquemment. Donc, en utilisant 8 formes de capitaux, donc on peut avoir une vision plus holistique de notre impact. Donc, on peut contrôler cette entropie-là vers une régénération de autant du monde spirituel, environnemental, social, culturel. Donc, tous ces facteurs-là sont considérés dans une entreprise régénérative. Puis, l'autre particularité de l'entreprise régénérative, c'est qu'elle crée une écologie d'entreprise aussi pour développer sa résilience puis son interconnexion dans le réseau, en fait. Donc, c'est à travers cette connexion-là qu'il y a une synergie qui s'installe puis que l'énergie, elle se dissipe beaucoup moins. Parce que tu as plusieurs entités ou systèmes dans un écosystème qui sont conscients de leur relation, qui sont conscients des énergies qui se déplacent, donc le besoin de l'un et le produit de l'autre. C'est tout ce concept-là qui s'installe. Puis il avait été présenté aussi l'élément dans des entreprises qui sont centralisées, les formations circulent vers un point. Dans le décentralisé, ça s'en va dans toutes les directions, mais c'est pas nécessairement tout connecté. Mais dans les réseaux plus distribués, là, on voit vraiment que chaque cellule est en connexion avec l'ensemble. Ça amène une vision aussi comme plus schématisée de c'est quoi ça représente, ça, le fait d'être dans une entreprise régénérative, dans une écologie d'entreprise. Tout est relié, puis il n'y a pas de perte, du moins. La perte, elle est limitée, tu sais. Puis justement, en parlant de limitation, ben on a progressé dans le World Café. D'ailleurs, la vidéo est en ligne en ce moment. Vraiment un bon vidéo. On a abordé justement la 3e éthique qui est limiter la consommation. Qui est une des... pour moi, la 3e éthique, c'est la plus mécomprise, je crois, qui est partager équitablement puis limiter sa consommation. Donc, on analysait un peu c'est quoi limiter sa consommation. T'sais, philosophiquement parlant, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça représente, d'où ça vient, puis à quoi ça sert. Puis il y a vraiment beaucoup
de points intéressants qui ont sorti de cette discussion-là, dont justement l'espèce de schéma de vase communicant, où on est tous comme des vases, puis on a des différentes tailles de vases, puis on a aussi un lien avec comment est-ce que ces vases-là se déversent ailleurs, donc l'impact qu'on a face à notre vase, puis de quoi qu'on remplit notre vase aussi. La grosseur du vase. La grosseur du vase, si on se limite à un petit vase, justement, on a moins à déverser dans notre écosystème. Tandis que si on aime ça avoir le plus gros vase en or avec des diamants dessus, ça a des impacts aussi sur notre environnement. Fait que ça veut dire que notre gros vase en enlève aux autres vases. Donc, il y a comme toute cette synergie-là de justement comme contrôler, si tu veux, notre impact à travers la grosseur de notre propension, en fait. Oui, c'est ça. Donc ça nous a amené dans tout ce qui est l'aspect du zonage. C'est intéressant de voir qu'il y a une équipe qui a vraiment appliqué le langage de la permaculture là-dedans, dans ce concept-là, où est-ce que, comme on parle de vase communicant, puis la grosseur du vase, la zone 0, ça renvoie un peu à l'ego, qu'est-ce qui me constitue dans l'instant présent continuellement. Ça, on a une responsabilité par rapport à ce que c'est. Souvent, il y en a qui disent « moi, je suis de même, mais oui, t'es de même, mais il y a d'autres façons aussi que tu peux comme améliorer certains comportements ou comme moduler un peu ta personne. » Puis dans cet aspect-là, c'est d'avoir conscience de c'est quoi notre zone 0, donc c'est quoi nos besoins puis comment on peut y répondre. Ça nous permet de parfois réduire son empiètement. Son empiètement, des fois, sur les autres autour. Puis en se recentrant un peu plus, là, on peut voir que j'ai pas besoin de m'étendre sur les autres pour être en relation avec les autres. Je peux rester centré en moi puis traverser la ligne vers l'autre. Puis là, l'autre fait la même chose vers moi. Puis là, on arrive à créer des relations qui sont incarnées chacun dans leur réalité, mais aussi qui font un pas l'un vers l'autre afin de créer cet échange-là. Ça amenait cette perspective de OK, en premier lieu, je suis responsable de ma bulle. En fait. Puis l'effet de ma bulle sur les autres. Ouais. Puis tout ça amenait vers on parle... Popping into the grid. C'est ça, exactement. Donc le fameux grid, on parle beaucoup dans l'autosuffisance de vivre off-grid, donc à l'extérieur de la grande matrice ou du système. Puis quand on se concentre sur notre zone 0, puis qu'on arrive à définir les besoins qui sont vraiment importants pour nous, ce que ça fait, c'est qu'on renforce ces besoins-là. Puis personnellement, je pense qu'en se concentrant sur ces besoins, on les maximise, puis on trouve des façons beaucoup plus efficaces d'y atteindre. Puis en faisant ce processus-là, on crée une abondance d'énergie parce qu'on ne la dépense pas partout ailleurs, on la concentre sur nous. Puis en créant cette abondance-là, on peut remettre de l'énergie dans le grid, dans la matrice. Donc l'intention, je pense, dans la transition, l'autosuffisance, c'est pas nécessairement de que focusser sur soi, c'est qu'on est tout le temps en lien avec notre environnement. Donc, si on ne redonne pas à la communauté, à la société, à ce moment-là, nous, on crée une certaine barrière ou un isolement face à cette masse qui est là, qui est présente, puis qu'on ne peut plus s'enfuir. c'est ça. Fait que c'était... L'abondance est là, c'est ça l'affaire, c'est que en ayant conscience de cette bulle-là, de la zone 0, puis en créant une forme de limitation aussi, de ne pas toujours consommer plus, mais d'y aller avec les besoins fondamentaux, puis observer ça d'une façon où est-ce qu'on peut y répondre directement. Là, ça crée nécessairement une abondance d'énergie. Fait que c'est déjà là. C'est comme créer un bassin d'eau dans un environnement qui a déjà de l'eau qui circule. Ça va accumuler de l'eau, puis il va y avoir un overflow qui va avoir besoin d'être fait pour que ça continue vers ailleurs. Fait que c'est le même principe que de storer l'énergie, des principes en permaculture, c'est d'avoir conscience de la ressource qui passe, puis de la stocker assez pour que ça crée des surplus à partager ensuite. C'est ça. Fait que, puis ça l'amène il y avait un autre point aussi qui était au niveau de, justement, dans ce mouvement-là, dans ces actions-là de stocker l'énergie ou gérer l'énergie. Si on se met des limites face à ces énergies-là, ce qui arrive, c'est qu'on crée des stratégies. Tout le monde a déjà vécu ça. Tu n'as plus d'emploi, tu n'as plus beaucoup d'argent. C'est sûr que tes habitudes de vie ne seront pas pareilles que quand tu avais beaucoup d'argent ou plus. Donc,
les stratégies changent. Là, donc, tu vas acheter la nourriture différemment. Tu vas peut-être parler à ton propriétaire pour arranger ton loyer d'une certaine façon. Puis on le voit aussi dans plusieurs crises économiques, puis de crises d'énergie. Les gens, ils s'adaptent. On pourrait nommer plusieurs exemples à ce niveau-là. Donc, les limitations créent des stratégies nouvelles qui n'étaient pas là avant. Donc, c'est vraiment, je trouve justement, ça rejoint un peu la notion du chaos puis de l'ordre, où ce que dans le chaos, il y a plein de choses qui arrivent. C'est le chaos, on ne sait pas vers où est-ce qu'on s'en va, mais en restant présent dans ce moment-là, on peut analyser, en fait, puis voir c'est quoi qui se passe en ce moment-là. OK, crise du pétrole. Et on n'aura plus de pétrole dans pas long. Il y a toute cette lourdeur-là, ou ce chaos-là qui s'installe, mais qu'est-ce qu'on fait? On trouve un ordre là-dedans. On se rallie, puis on trouve des solutions qui vont nous permettre de... Salut! Ça, c'était notre bas qui masque le vent. Fait que, ben, c'est ça. Donc, c'est ça. Comment est-ce qu'on va trouver des stratégies? Ben, les stratégies, un peu, c'est l'ordre qui est créé dans ce chaos-là. Puis ça a été comme souligné aussi, puis je trouve que c'est vraiment un point intéressant, là. En ce moment, tout est brassé, si tu veux, là, comme un pot de sable, là, avec de l'eau dedans, là. Puis ben là, on va laisser descendre ça. Puis ce qui va émerger, ben on le sait pas encore. C'est ça qui est beau. C'est ça. Puis aussi toute la notion de... Souvent, on attend qu'une limite vienne de l'extérieur, tu sais. On attend qu'un choc extérieur vienne nous forcer à tomber dans une zone de stratégie créative. Mais de déjà être une longueur d'avance, donc de reconnaître que justement ma zone zéro a besoin d'être déjà dans un processus de limiter certaines choses pour développer des nouvelles stratégies. Parce qu'il y a déjà des choses qui se passent, il y a déjà des changements qui ont besoin d'être faits, mais il y en a d'autres aussi que je ne vois pas venir encore, mais le fait d'être dans une marche, je vais les voir venir avant qu'ils soient comme une crise. C'est comme travailler à adoucir l'effondrement, ou la pente, en ayant comme une longueur d'avance sur mes besoins finalement, puis c'est comment l'environnement peut y répondre. Attendez pas que ça bouge pour bouger, c'est ça que ça veut dire. Exact. Puis ensuite, on a enchaîné avec un partage, vraiment un beau partage de Lévi Bélanger, qui est un des fondateurs de la Cité écologique, qui vit ici en ce moment de façon temporaire, possiblement permanente, who knows. Mais on profite vraiment de l'instant présent de sa présence, parce qu'il amène vraiment une fontaine de connaissances et d'expériences qui est vraiment intéressante. Puis d'ailleurs, on va faire un vidéo de son témoignage. Puis ce qui soulevait en fait de son expérience de vie, c'est que quand on a cette cohésion spirituelle au sein d'un groupe, il y a vraiment comme un alignement dans le monde matériel qui se passe. Donc si tout le monde répond aux mêmes valeurs, puis tout le monde se synergise à travers une vision commune, bien à ce moment-là, la capacité énergétique de cette cellule-là est immense. Donc le monde matériel devient beaucoup plus facile à gérer. Puis c'est vraiment un beau rappel là, de l'importance de, tu sais, là en ce moment, notre spiritualité dans le monde sociétal là, du présent de la civilisation, c'est le matériel. C'est ce qui nous rejoint beaucoup, tu sais. Ah ouais, toi, tu as un flat screen 42 pouces, moi j'en ai un 52. Ah wow, c'est un Sony, non, moi c'est un JVC. Puis, tu sais, donc c'est un peu, on est dans la spiritualité du consumérisme. Fait que d'aller comme plus profond dans une spiritualité plus universelle, donc qui implique vraiment tout l'univers, l'univers de la Terre et d'ailleurs, ben, ça nous amène à mieux rationaliser, si tu veux, ou mieux comme comprendre le monde matériel, puis de voir la profondeur derrière ce matériel-là, puis l'importance que ça a pour nous. Là. Ouais. C'est le même principe que d'avoir une situation émotionnelle. Tu sais, si on se laisse juste comme dans l'émotion constamment, on risque d'être comme noyé un peu dans tout ce phénomène-là, plutôt que de prendre une perspective puis de se dire, OK, oui, je vis des émotions, ça se passe, mais en quoi l'émotion est impliquée puis tout ça, ben, ça me permet de mieux comprendre le monde émotionnel. Ben, c'est la même chose en prenant de la perspective sur le monde matériel, puis ça me permet de voir, OK, ben, quand j'étais imbriqué dedans, je ne pouvais pas voir ces choses-là. Maintenant, je peux voir que, OK, l'abondance, elle est là, elle est partout, je peux faire ce que je veux avec ce qui est là, puis j'ai pas besoin non plus d'être lié à ça pour mon bonheur, tu sais.
Ça, on parle de différences culturelles, là. Ça c'est propre à notre culture plus occidentale, mais il y a des cultures, là, des filles différents. Là. Puis que ce partage de Lévis nous a vraiment ramené à ça, cette nécessité d'avoir une vision commune dans n'importe quel projet qu'on entreprend, puis d'avoir une clarté de notre vision personnelle aussi là-dedans, tu sais, parce que c'est tout imbriqué. Ouais. Sinon, notre dépense énergétique est dispersée, ouais. Puis elle n'est pas canalisée dans un endroit. Ça ne veut pas dire qu'on doit tous penser pareil, se brosser les dents de la même façon, mais d'avoir une vision plus macro, commune ensemble, comme justement les pays ont des équipes de sport, des entreprises, c'est ça qui les rallie puis qui fait qu'ils ont des profits de tout genre. Mm-hmm. C'est la vision commune qui partagent. Mm-hmm. Bref, il y a une vidéo qui s'en vient sur tout son partage. Ouais. Puis là, on a enchaîné ensuite avec approfondir c'était quoi la descente énergétique. Donc, ce concept-là. On en a parlé dans la carte sociométrique en début de journée. Donc, on disait techno-explosion, techno-stabilité, descente énergétique, puis effondrement. C'est comme des quatre scénarios qui se répètent dans les civilisations ou les premiers mondes, là. C'est ça, on était comme plus en détail pour réaliser qu'il y a plusieurs facteurs en ce moment qui nous amènent à voir qu'il y a déjà des crises qui ont émergé, il y a des crises qui sont en cours, puis il y a plusieurs crises qu'on attend. Donc, impatiemment. Donc, c'est en faisant face à toutes ces réalités-là, c'est plus juste des hypothèses puis des suppositions. Il y a réellement des crises sérieuses, comme au Venezuela en ce moment. Il y a une crise alimentaire qui est quand même assez importante. Donc, en sachant que ces crises sont là, donc comment est-ce qu'on va comme réorganiser notre consommation énergétique? Puis nous, en permaculture, c'est à travers une descente. Mais c'est quoi une descente énergétique? Ça ne veut pas dire qu'on retourne en arrière comme plusieurs pensent. On ne peut jamais retourner en arrière. On s'en va toujours vers l'avant. On peut s'inspirer du mode de vie très simple et traditionnel de plusieurs peuples dans le monde parce que ça fait juste environ 200 ans qu'on vit cette addiction à l'énergie. Mm-hmm. Avant ça, dans les débuts 1800, on était 1 milliard sur toute la planète, puis on a vraiment explosé de façon exponentielle à maintenant 8. Donc, il y a clairement, en 200 ans, il y a clairement quelque chose qui est arrivé au niveau de notre consommation d'énergie. Puis, auparavant, il n'y avait pas cette énergie-là, puis on vivait quand même bien. Il y avait l'abondance dans la nature, il n'y avait pas autant d'arbres coupés pour du papier de toilette. Il y avait vraiment comme cette synergie-là. Puis là, on réalise que ça passe beaucoup par nous. Donc, quand je parle d'addiction ou de dépendance à l'énergie, ça part de la zone zéro. C'est où est-ce qu'on va chercher notre énergie? Est-ce qu'on va la chercher dans les distractions, dans les substances, dans la cigarette, dans la cocaïne, dans le jeu, dans la pornographie, où est-ce qu'on va, ou chez les autres, parce qu'on peut être addicté aux gens autour de nous, donc on peut avoir ce penchant-là aussi qui peut être aussi nuisible. Donc on réalise que ça part beaucoup de nous. Donc comment est-ce qu'on voit la vie, comment est-ce qu'on interagit avec. T'sais. Puis aussi dans notre relation avec ce qui vient de l'extérieur, une énergie ou un produit qui rentre, qui vient jusqu'à nous, puis qu'il est consommé, c'est quoi son effet sortant? Tu as l'énergie entrant, puis tu as l'énergie sortant. Ouais. Fait que si ça me coûte 2$ ma canette de boisson énergisante, mais que son énergie emmagasinée implique plus 5$, là, tu sais. Puis que là, je la consomme, puis au final, elle me donne un pourcentage de 50% d'efficacité sur tout ça. Je suis peut-être moins en train d'avoir une énergie sortante supérieure à celle qui est rentrée. Je suis en train d'avoir une énergie sortante qui est moins... qui est dévaluée. Dévaluée, exactement. Puis ça m'amène à avoir une forme de dette énergétique à long terme. Puis une accélération de l'entropie. C'est ça, exact. Dégradation après dégradation. Puisque c'est ça, l'énergie entrant, elle est plus que l'énergie sortante. Mais quand on travaille sur des systèmes qui produce no waste, puis qui travaille avec la synergie, la vision, c'est vraiment que l'énergie entrant
soit balancée avec l'énergie sortante ou que l'énergie sortante est supérieure. Fait que le but étant comme on disait tantôt, de redonner de l'énergie dans le grid. Ben c'est ça, c'est comment que l'énergie, comment on la canalise quand elle rentre pour que ça maximise son efficacité. Puis un des principes de Mollison, c'est ça, c'est le rendement d'un système est théoriquement illimité parce qu'il y a vraiment une façon de synergiser tous les effets de l'entropie dans l'entrée d'une énergie dans un système. C'est vraiment, vraiment intéressant de s'en aller dans cette direction-là parce qu'on parle d'énergie exosomatique puis endosomatique. Justement, de comme qu'est-ce qui vient de nous, mais qu'est-ce qui vient de l'extérieur. Puis là, on arrive à trouver des terrains d'entente clairs dans la réalisation de nos besoins. Ouais. Puis là, ben, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'était comme, on voit une progression du macro, tu sais, de ce qui habite la culture, les civilisations, aller jusqu'à comme les facteurs qui provoquent des choix à prendre. Puis là, ben, dans notre partie conception, où on fait l'étude de cas du centre ici. En ce moment, on est en train d'étudier comment est-ce qu'on va gérer notre énergie, en particulier la chaleur, l'électricité. C'est comme les gros facteurs. On a jusqu'à 20 000 $ par année d'électricité dépensée dans ce centre-ci. Donc, la drive, si tu veux, est là pour qu'on trouve des solutions. Puis, ben, on a présenté cette étude de cas-là aux participants. Puis, la vision, en fait, de cette étude de cas-là, c'était un affranchissement énergétique au bout de 10 ans. Donc, sans trop se mettre la barre haute, on se dit, en 10 ans, ensemble, on est capable de vraiment trouver les solutions qui vont nous rendre libres d'un système, puis même pouvoir en redonner. Puis, ben, on a embarqué dans l'aspect, en fait, on a développé une première dans l'analyse d'un choix. Parce qu'on réalisait que, oui, c'est bien beau si on met comme côte à côte panneaux solaires thermiques, puis panneaux solaires électriques, puis d'autres systèmes. Ça reste qu'il y a comme une froideur dans l'approche, puis souvent, on se retrouve à regarder les chiffres, peut-être les matériaux utilisés. Donc, on ne regarde pas toute l'implication de ces technologies-là pour les rendre appropriées. Donc, à travers les 8 formes de capitaux, Julien puis moi, on a développé une façon d'analyser un choix selon les 8 formes de capitaux. Donc, comment est-ce que cette technologie-là affecte la culture? Comment cette technologie-là affecte le spirituel, le social, le naturel, l'informationnel, l'expérientiel, puis voir c'est quoi les avantages, désavantages face à ces formes de capitaux-là. Puis Julien, ben justement, il est tombé dans le coin du cube avec la sécheuse. Puis il nous a fait comme une analyse au préalable pour nous donner un exemple de c'est quoi là. Oui, ben c'est ça, en fait, pour un exemple de cette analyse-là, j'avais pris le cas de la sécheuse versus la corde à linge. Quel choix prendre, puis en fonction de quoi, puis pourquoi. Parce que souvent c'est ça, ben tu sais, la corde à linge ça coûte rien financièrement, mais si ça prend du temps. Je vais accrocher mon linge, tu sais. Fait que de là, de ressortir les éléments qui impliquent chaque capitaux, ben ça permet de voir les liens, puis de voir jusqu'où ça peut aller l'énergie emmagasinée d'une action que l'on porte. Justement, la sécheuse, elle implique pas juste de l'électricité, elle implique des matériaux qui viennent de loin, elle implique l'entretien s'il y a un bris dans la mécanique, ça implique toutes les relations de la sécheuse finalement. T'sais. La corde à linge, c'est la même chose. Puis en faisant l'analyse en mind mapping, donc avec comme un schéma, j'ai vu clairement qu'il y avait une densité au niveau de la sécheuse en termes de relations versus la corde à linge qui était beaucoup plus simple dans son implication énergétique. Fait que sans rentrer dans les détails de, tu sais, ma corde à linge est faite en quoi, puis la quincaillerie que j'ai acheté neuve ou usagée, ou tu sais, juste de voir que l'implication énergétique, elle est beaucoup plus grande avec la sécheuse dans son ensemble que la corde à linge. Mais que là, après ça, on parle de valeur, de valeur spirituelle. C'était ça que moi je remarquais qui était comme le plus, qui allait plus diriger un choix plutôt qu'un autre, parce que dans le capital spirituel, on parle de la vision, puis les valeurs qui supportent la vision. Fait que si moi, ma valeur, c'est d'avoir plus de temps autre que
d'être en relation avec mes vêtements, par exemple, Mhm. ben c'est clair que je vais plus aller vers la sécheuse que la corde à linge. Mais si ma vision, c'est comme de prendre soin de chaque élément dans ma vie, puis de toucher, puis de prendre ce temps-là de prendre soin, ben c'est clair que la corde à linge est plus appropriée parce qu'elle va pas détruire les textiles. Tu sais, il y a comme plein de choses qui sont impliquées Tu prends là-dedans. le temps de regarder ton linge, pour voir s'il y a des trous. Ouais, c'est ça. Ça implique toute la... Connexion à... C'est ça, puis ça renvoie à la culture que nous, on souhaite de nourrir, puis dans ça, c'est le processus de la vision, finalement, qui s'installe. Fait que le capital spirituel prenait une place vraiment très puissante là-dedans, qui généralement est comme, tu sais, ouais, j'ai des valeurs, tu sais, je vais pas utiliser de Roundup, là, mais là, en ce moment, il faut que ça goal parce qu'on a un contrat à finir, tu sais. Fait que c'est comme remettre en perspective, puis là, ça nous amène à réaliser que quand on fait un choix qui est vraiment en relation avec nous, tu sais, comme par exemple dans ce cas-ci, moi, d'utiliser la corde à linge, personnellement, tu sais, ben ça m'amène à passer un temps avec mon linge, chose que je faisais moins avant. Puis ça, ben ça m'ouvre sur plein d'autres choses. Genre ici, la corde à linge est proche du poulailler, tu sais. Fait que ça me permet d'observer le poulailler en même temps. Ça me permet de prendre du soleil, de respirer, de voir mes vêtements ou comment ils sont. Donc ça l'ajoute à la rentabilité du système de la corde à linge que j'avais pas vu si j'avais juste analysé les chiffres. Ouais. Puis ça nous a... Ça, c'était comme un peu le préambule à notre analyse précise qui se passe au centre ici. C'est... on analysait 2 systèmes, en fait. Ben, 3 avec un système complémentaire, mais 2 systèmes pour chauffer la piscine intérieure ici, qui chauffe aussi toute la bâtisse, ou presque. Puis les 2 systèmes, c'était un système de panneaux solaires thermales, où il y a des tuyaux d'eau qui passent dedans et qui sont réchauffés par le soleil. Puis en opposition, si tu veux, ou en à côté, il y avait un système de chauffe-eau, si tu veux, au bois, qui chauffait l'eau de la piscine et du centre au complet. Donc, en partant, il y avait déjà comme une grosse différence au niveau financier. On réalisait que justement le système de panneaux thermal clé en main était comme 45 000 à l'opposé de l'autre système qui était environ 2 000. Par contre, chacun avait ses implications puis ses avantages, désavantages. Fait qu'en groupe, on a pu faire la comparaison puis ensuite mettre tout au tableau pour voir justement que il y a vraiment beaucoup d'avantages, désavantages, puis on a pu approfondir dans ce sens-là, puis sortir avec un choix vraiment éclairé, sans nécessairement avoir le choix, mais on a éclairé les choix. Au lieu de comme juste regarder les chiffres, l'efficacité énergétique, puis comme rester très froid face à la chose, bien, on a réalisé que si on a un système qui nécessite du bois, bien, ça nécessite du bois justement. Donc, comment est-ce qu'on va chercher du bois? Bien, on crée des corvées. Donc, il y a comme une dynamique sociale où on est tous dans la forêt en train de couper du bois, jaser, prendre un dîner dans la forêt. Donc, l'aspect social est comme important dans cet outil-là technologique qu'on retrouve pas dans les panneaux thermales clés en main qui viennent de l'Allemagne, où on a une journée où on installe puis c'est fini. Ensuite, pendant les prochains 10 à 15 ans, on n'a rien à faire, à part maintenance légère. Fait on réalisait que tout l'aspect social était là, puis que si on regarde juste les chiffres, on ne le voit pas, cet aspect-là. Puis pourtant, c'est super important, tu sais, dans un monde où on veut tisser des liens, créer la communauté. Il y a certaines technologies qui n'amènent pas nécessairement ça, donc ça dépend de vous. On a un oreiller qui part au vent. Tout est sous contrôle. On est vraiment sur un toit. Hein? Puis, fait que c'est ça. Fait qu'on avec des choix plus éclairés, on peut créer des systèmes qui sont vraiment en relation avec nous. Donc, pas juste en relation avec notre portefeuille, mais vraiment en relation avec toutes les sphères de nous. Parce qu'on a un côté spirituel, on a acquis beaucoup d'expérience dans la vie. Donc, il y a toutes ces sphères-là qui sont vraiment importantes dans un choix holistique. Puis le choix holistique, c'est vraiment intéressant aussi de voir les tangentes de la communauté ou de la collectivité dans le processus du choix, parce qu'on a fait comme c'était un processus collectif de choix, fait que chacun avait comme sa relation avec le choix, tu sais, à présenter, c'est comment moi je vois ça, puis tout ça, puis dans un processus décisionnel comme ça de communauté, de voir c'est quoi les éléments qui sont ressortis dans le choix, puis lesquels qui sont les plus comme importants ou qui pèsent plus lourd plutôt que d'autres, ça nous permet d'avoir une bonne
une bonne vision de c'est quoi cette communauté-là, c'est qui cette collectivité-là que c'est en avant de nous qui est en train de faire un choix. Puis moi aussi j'en fais partie, puis est-ce que ça résonne avec moi? Tu sais, s'il y a comme sur les 10 personnes, il y en a 7 qui font juste parler d'argent, puis ça tourne autour de ça, puis que moi il y a d'autres choses qui m'appellent, peut-être que je suis pas à la bonne place. Tu sais, si moi je peux s'appeler par l'expérience, puis la dynamique sociale à travers de trouver des solutions, puis qu'on parle uniquement d'argent, peut-être que je suis pas au bon endroit pour expérimenter les choses que je veux dans la vie, tu sais. Fait que c'était intéressant pour dresser un portrait de communauté, comment qu'on évalue le choix, puis par où on passe pour l'évaluer. Puis on s'est rendu compte qu'ici, il y a vraiment cet aspect de comme que l'expérience, donc le capital expérientiel, il est vraiment fort, tu sais, de vivre une expérience différente, de comme créer un système qui est vraiment adapté à ici, qui est pas comme quelque chose qui vient de là-bas, puis qui est implanté ici, puis qui, oui, va marcher, mais qui est comme clé en main, qui va pas nécessiter comme une expérimentation, comme un laboratoire à ce niveau-là, tu sais. Parce qu'il y a comme une densité, pas une densité, mais une dynamique sociale ici qui veut faciliter le développement de nouvelles formes de technologies adaptées. Donc là, OK, c'est comme, OK, fait que la communauté ici, ça est plus en valeur que quelque chose de clé en main. Mais peut-être qu'ailleurs, c'est quelque chose de clé en main qui aurait plus de valeur. Fait que ça amène au relativisme là, dans les choix. Exact. Ça, c'est un principe en permaculture qui est la relativité de l'endroit. Donc, un site n'aura pas les mêmes besoins ou produits qu'un autre. Donc, à ce moment-là, les stratégies changent. Donc, c'est pas pour dire que les panneaux solaires thermiques, c'est pas un bon choix. C'est plutôt d'analyser si ce choix-là, il est en relation avec toi. C'est tout. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il y a juste des réponses qui sont soit plus en relation ou moins en relation avec toi. Donc, si toi, tu as envie de boire une boisson énergétique, c'est correct. Si moi, j'ai envie de faire une sieste, c'est correct. C'est relatif à moi, l'autre, c'est relatif à lui. J'ai déjà consommé énormément de boissons énergétiques dans ma vie. Fait que je suis capable de voir la perspective, puis de voir en ce moment, ce qui est en lien avec moi, c'est de faire des siestes l'après-midi. Avant, c'était de boire des rockstars. donc, cette relativité-là s'applique à plein de choses. Donc, avant de faire un choix sur quelque chose d'aussi important que un système énergétique qu'on va avoir possiblement pendant comme 10 à 20 ans, bien, ça prend un processus qui est quand même éclairci puis holistique pour justement voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Dans 10 ans, si on veut notre affranchissement énergétique, bien, comment est-ce qu'on va y arriver? C'est important d'y penser maintenant parce que c'est dans 10 ans qu'on va répondre aux résultats de notre choix. C'est ça, clairement. Puis c'est au courant de ces 10 années-là qu'on vit dedans, on est avec, on est en relation avec. Fait que c'est ça. C'est important de voir clair dans cette relation-là. Comme toute relation. Comme plein de relations. C'est ça. Ouais, fait que je pense que c'est ça. Ouais, ça fait on a fait le tour. Ça fait le tour de la journée. Prochain cercle, c'est origine animale. On va parler des animaux, puis la relation de l'homme avec les animaux, puis l'intégration des animaux dans le paysage. Donc, plein de belles choses qui s'alignent pour celle-là. Puis, c'est pas mal ça, même. Ouais. On a fait une bonne job, je pense. Ouais. Yeah, man. High five. Hey. Donc, merci de nous suivre, puis continuez à nous suivre, puis partagez ces vidéos si vous trouvez que c'est vraiment intéressant. Puis faites grandir la communauté. Puis, venez participer au cercle. Ouais, vraiment. C'est là que ça se passe. Puis participer de la maison aussi, parce on crée vraiment le cercle pour que tout le monde puisse y participer. Donc, cette vidéo-là, en ce moment, c'est surtout pour les gens qui n'ont pas pu être présents au cercle, mais qui peuvent profiter de tous les bijoux qui en ont ressorti de ce cercle. Donc, on a vraiment on accorde beaucoup de priorité au matériel éducationnel qui sort du cercle pour que tout le monde puisse y avoir accès. Donc, ça va se raffiner, ça va donner de mieux en mieux. On va avoir une meilleure caméra. On n'aura plus un bas pour cacher le vent. Le site web aussi qui s'en vient pour faciliter les documents clés, les guides des concepteurs. Donc, toute la matière écrite va être plus facilement d'accès. Même chose pour les vidéos, les podcasts. Tout ça, là. Soyez patient et tolérant. Tout s'en vient à bon point. Encouragez. Yeah, man, partage. Puis partagez-nous ce que vous faites aussi. Oui. Super intéressé de... On veut entendre ce que vous faites. C'est ça, clairement. Vraiment, là, il n'y a pas juste nous qui avons envie de parler, là. On a envie d'entendre d'autres choses aussi, des gens autour de nous. D'autres histoires inspirantes. Donc, c'est tout. Merci, puis à la prochaine.